Donc, bienvenue dans cette dernière conférence de l'année, avant la prochaine de l'année prochaine, où du coup on a Jérôme Crassus et Axel Laon qui vient de l'Université de Rennes, surprise, et de l'Institut de physique plus spécifiquement, et qui vont nous parler de friction granulaire, tout un tas d'expériences assez marrantes autour des grains et de leur écoulement. Pas de l'écoulement, plutôt du frottement et de la cohésion. C'est ça. Et voilà, en tout cas, je vous passe la parole et merci beaucoup. Bon, merci Mathéo. C'est bon là au niveau du son, ça va pour de mon côté, ça va bien. Bon, donc merci Mathéo et les organisateurs de nous avoir invités à faire cette conférence. Donc on va vous parler en fait aujourd'hui de friction granulaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un matériau granulaire, genre un paquet de cacahuètes sous vide, il est solide ou pas solide. Voilà. Et donc la question c'est comment, à partir de quel moment il va plus devenir solide, et à partir du moment où il va commencer à couler, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc la transition, ce truc-là, est-ce que c'est un solide ou pas? Alors, les problèmes connexes, bon, pour un paquet de cacahuètes, on s'en moque un petit peu. Les problèmes connexes qu'on peut aborder avec ce genre de choses, bon, c'est déjà, si on a un matériau de ce type-là, est-ce qu'on peut faire des structures avec? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les mettre en tas? À quel point on peut construire avec? Alors, un exemple assez connu, c'est le château de sable. On peut quand même faire des choses avec des matériaux composés de grains. Ils peuvent tenir entre eux éventuellement avec un peu de cohésion. Mais s'il n'y a pas de cohésion, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce que toutes les formes sont possibles ou imaginables? Et un deuxième problème connexe, c'est est-ce qu'on peut bâtir, enfin, comment va se comporter ce type de matériau quand on va le solliciter? Alors ça peut être le solliciter en marchant, donc par exemple quand on marche sur du sable, il y a de la déformation, mais c'est également un problème d'ingénieur hein, qui est de bâtir sur ce genre de matériaux. Alors un exemple évidemment bien connu, hein, c'est la tour de Pise, dont le sol s'est affaissé parce que ils n'avaient pas des bons ingénieurs à l'époque. Enfin, voilà. Maintenant, on a fait mieux. Et donc, on arrive à peu près à éviter ce genre de choses. Et donc, la première manip qu'on va regarder, c'est un truc pour montrer que cet objet-là, hein, donc un paquet de cacahuètes sous vide, hein, c'est un truc qui est solide, mais c'est un truc qui peut devenir parfaitement fluide de manière très très simple. Alors, c'est vraiment la manip. Et après, on expliquera qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, tout va bien, hein, on tient dessus. Et donc là, je vais faire un petit trou dedans. Et voilà. Ça ne tient plus. Bon, alors ça marche avec un paquet de café sous vide, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est une expérience absolument intuitive dont on a... enfin, on se doute bien que ça marche. Alors, par contre, je vais revenir en arrière. Et par contre, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand on fait ça? Alors ça, c'est une première chose. On peut faire une variante un petit peu plus subtile de cette manip-là. Après, je vais la montrer subtile vue par des Américains, mais là, on va le faire vue par des Français. Hein. Donc, une membrane, un ballon. Hein. Donc, dedans, je vais mettre un petit peu de milieu. Alors là, c'est notre matériau de référence en laboratoire, c'est des microbilles de verre. Là, c'est du sable, granulométrie, 200 microns, celui-là, je ne sais plus. Oui. Truc, voilà. Donc j'en remplis une petite poche en essayant de ne pas en mettre partout, ce qui ne va pas être gagné. Voilà. Et donc, j'ai ce petit... Donc j'en remplis dans la poche plastique. Et j'ai un tuyau dans lequel je vais aspirer pour pouvoir faire le vide. Voilà. Donc en gros, Jérôme va faire le contraire de ce qu'on vient de faire en perçant le paquet de cacahuètes. C'est-à-dire qu'il va transformer quelque chose qui est et donc là, je pose un petit objet. Voilà, qui peut s'adapter à une forme. Et voilà. Et maintenant, il va pomper. Et donc du coup... Alors, je vais essayer de fonder correctement. Ouais. Parce qu'il y a du sable qui s'est mis, du coup, ça ne fait plus étanchéité. Alors, c'est très très pénible. Essayez de... Ah oui, mais... Alors, l'expérience en live. Hein. Voilà. Donc cette fois-ci, en faisant le vide dans le granulaire, on va pouvoir le rigidifier, le solidifier, voilà, et saisir des objets, par exemple. Et là, hop, voilà. Et quand j'arrête de pomper, ça tombe. Voilà. Alors bon, ça c'est la manip vue par, en version science en fait. Si on est américain, alors par contre... Ah oui, on peut peut-être repasser sur l'écran? Ouais, est-ce qu'on peut repasser sur le... Voilà, alors si on est américain et qu'on veut faire de la physique moderne...
Ah, voilà. Mais Donc, finalement, c'est la même chose. Ah, ben ben là, du coup, il a shifté de diapo. Bon, bah alors, peu importe. Il a shifté de... Voilà. Et donc, on appelle ça... voilà. Comme on est américain, on fait du basket avec. Donc, on pompe, on a un petit ballon, et puis on fait des paniers au basket. Voilà. Mais c'est exactement la même expérience. Hein, voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, basiquement, dans cette expérience-là, c'est qu'en pompant, on a solidifié le matériau, et en remettant de l'air, on l'a liquéfié à nouveau. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va regarder et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà. je mets tout le film ou... Oh, bah, après ils font la même chose avec des fléchettes. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors nous, comme en France, on fait des ingénieurs, on fait des ponts avec. Quand on a compris ça, eux, ils font des robots pour lancer des fléchettes et des ballons de basket. Hein, voilà. Bon, on va peut-être passer. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et puis, bon, du coup, ouais, deux exemples, un petit peu caricaturales pour comprendre ce genre de choses. Hein, c'est l'expérience qu'on va faire. Donc, la première chose qui sort avec ce type de matériaux, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement, qu'on va vous faire. On va voir en fait que c'est pas complètement évident cette histoire-là. C'est qu'on peut faire des tas, si on les fait couler doucement, ce genre de matériaux, que ce soit du sucre, du sable ou des cacahuètes, hein, ça va faire des tas avec un angle qui est bien défini. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va se passer. On va voir après de quoi dépend cet angle-là, mais en fait, il ne dépend pas de grand-chose. Alors, on peut le faire sous forme de matériaux où on fait des tas. On peut le faire également sous forme de petits creux. Alors, vous prenez, vous amusez à essayer d'enlever du sable à un endroit. Naturellement, la forme que ça va prendre, c'est une forme de cône, voilà, donc qui est également caractérisée par un angle. Alors, les deux photos à droite, c'est un petit animal qui s'appelle le fourmilion, qui fait des pièges dans le sable en faisant des petits cônes, qui se met au fond et qui capture les fourmis qui tombent sur la paroi du cône. Hein. Voilà. Donc donc là, il y a une petite bête qui s'échappe de ce piège-là. Hein. Donc ça, on voit ça dans les terrains un peu sablonneux. Je crois qu'il y en a en forêt de Fontainebleau pour les Parisiens. Ça fait des petits cônes de quelques centimètres de profondeur. Et ça fait effectivement, géométriquement, complètement une forme conique. Hein. Il y a un relevé en topographie de surface de ce genre de choses. Ça fait vraiment des choses qui sont... Donc il y a un angle naturellement qui émerge de ce type de matériaux. Et donc, on peut faire la manip. Donc c'est à nouveau notre matériel de référence. C'est des billes. Donc celles-là, c'est des billes de typiquement 200 microns. Donc des billes de verre, des sphères. Et puis, je peux faire un tas de sable, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais... Donc le but, c'est de mesurer l'angle formé. Ah oui, il faut shifter sur quelle caméra là? C'est bon, j'ai mis la bonne webcam. Normalement, c'est la bonne webcam. Ah oui, sur le... Non. Sur le 2, sur le switch. C'est bon, c'était... Voilà. Alors, donc on va essayer de faire une première mesure. Et donc on voudrait vous montrer en fait certaines propriétés de cet angle de tas. Donc là, c'était défocalisé complètement. Hop. Ouais. Donc certaines propriétés de cet angle de tas, en fonction du type de matériau qu'on va mettre, de la taille des billes, et de choses comme ça. Alors, donc là, pourquoi je ne suis pas du tout au point? Hop. On va faire ça. Voilà. Ok, donc là, je vais prendre une photo. Il est passé sur l'autre caméra. Non, ça va pas marcher. Il n'est pas sur la bonne caméra. Pourquoi il est en vidéo? Alors, d'ailleurs, il n'y a pas forcément un angle complètement unique. Alors, bon, là, on va simplifier un petit peu. On va regarder cet angle-là, sachant qu'entre le moment où il y a un début d'avalanche et le moment où il y a une fin d'avalanche, il y a une petite fluctuation des angles. Bon, donc il y a des difficultés. Si on veut regarder vraiment dans le détail comment définir cet angle-là, ça se fait à quelques degrés près. Voilà. Enfin, pour un matériau, si on oublie ce type de difficulté, on peut définir un angle. Il faut le déposer grain par grain. Alors en fait, ce qui se passe, c'est quand on le dépose grain par grain, en général, la pente augmente un petit peu. Il y a une avalanche.
et la pente relaxe un petit peu. Donc en fait, il y a des fluctuations des fluctuations de pente, hein, voilà, qui oscillent entre deux valeurs. Mais enfin, bon, si on oublie cette petite difficulté, donc c'est de l'ordre de quelques degrés, hein, cette fluctuation-là. Si on oublie cette difficulté, on a un objet qui a géométriquement un angle bien défini. Voilà. Donc par exemple là, donc, vous pouvez sur le logiciel voir l'angle que je mesure pour ce tas de billes de verre. J'ai un angle qui est à peu près de 28 degrés. Donc je peux par exemple augmenter la taille du tas, donc rajouter des billes encore, pour augmenter la taille, pour voir si par exemple l'angle que je mesure dépend de la taille du tas. Et donc refaire une mesure. On va essayer de l'augmenter quand même un minimum. Hop. Alors, et si je le remesure, donc je suis avec mes billes de 200 microns, je refais une photo. Hop, voilà. Je reprends ma taille de tas, je refais une mesure de mon angle. Et donc là, hop, je suis à 26 degrés. Alors comme Jérôme vous disait, il y a cette histoire d'angle d'avalanche et puis d'angle de repos, donc on a toujours des fluctuations de quelques degrés. Mais bon, on a toujours cet angle-là, qui est, on va dire, en moyenne autour de 27 degrés. Donc ça, c'était avec des billes de 200 microns. Et puis maintenant, si je change le diamètre de mes billes, donc je vais, hop. Et donc là, pendant que les expériences se font, là, on va partir un petit peu sur l'explication de ce genre de choses. Et là, donc, pour comprendre ce... Ah, oui, du coup, il y a j'ai perdu mon affichage. Vous pouvez me le rendre? Ah oui, donc c'est pas celui-là, Ouais, c'est l'autre. Ouais. Voilà, pardon, désolé. Voilà. Donc l'idée pour interpréter ce genre de fonctionnement, c'est de dire que les matériaux sont des matériaux frictionnels. Alors frictionnels, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc on peut repartir sur ce qu'on appelle les lois de la friction solide. Alors la loi de la friction solide, c'est ce qui dit quand on met deux matériaux en contact, bon, sauf vraiment cas un petit peu exceptionnel, quand on met deux matériaux en contact et on s'intéresse à à la force qu'il faut mettre pour arriver à faire bouger deux matériaux en contact l'un avec l'autre. Alors ça, c'est un problème en fait très ancien, hein, qui a été abordé en particulier par le premier à avoir vraiment regardé les choses, c'est Léonard de Vinci. Et donc le point, c'est que si l'expérience typique qu'on fait, c'est qu'on pose un objet. Donc il y a une force, le poids par exemple, la force normale, enfin qui est une force normale, perpendiculaire à la surface de glissement. Et donc on regarde la force qu'il faut pour mettre l'objet du dessus en mouvement. Donc ce qui se passe, et ça c'est l'expérience intuitive, hein, c'est de dire que si on met une force trop petite, ça ne bouge pas, et à partir d'une certaine force, ça commence à bouger. Voilà. Donc il y a un seuil pour cette force-là, donc ça c'est la première des choses. Et ensuite, le seuil ne dépend pas, le seuil ne va pas dépendre de la surface de l'objet. C'est-à-dire qu'on le fasse reporter sur un objet ou sur une face ou sur un autre, ça ne dépend pas de la surface. Et cette force est proportionnelle à la force normale. Voilà. Et il y a un coefficient qui sort, qui est cette constante de proportionnalité, qu'on appelle le coefficient de Coulomb. Voilà. Et donc ce coefficient de Coulomb, il nous dit que si on double la force normale, on va doubler la force tangentielle. Voilà. Alors ça, c'est une loi, en fait, il a fallu plusieurs siècles, puisqu'on a vraiment compris cette loi-là au début du XXe siècle, enfin au milieu du XXe siècle, hein, pour vraiment comprendre d'où ça sortait cette histoire-là. Mais c'est une loi phénoménologique assez robuste, voilà, dont d'ailleurs l'explication n'est pas forcément complètement claire. Et donc l'idée, c'est que après, s'il y a une proportionnalité entre les forces tangentielles et les forces normales, hein, si on le met sur un plan incliné, et ça dit qu'à partir d'un certain angle d'inclinaison, l'objet va bouger. Voilà. Et donc ça, c'est une construction qu'on peut faire directement à partir de sa loi de Coulomb. Et donc l'idée consiste à dire maintenant, pour un tas de sable, on peut, voilà. Alors, donc du coup, on va, hop, je switch. Donc là, pour un tas de sable, vous voyez, là, on voit assez bien sur les images qu'on a fait deux tas
un avec du 200 microns, un avec des billes d'1 millimètre. Dans les deux cas, c'est des sphères. Dans les deux cas, c'est des billes de verre. C'est le même matériau. Et ben, en fait, on obtient le même angle. Quelle que soit la taille du tas qu'on va faire, quelle que soit la taille des billes qu'on va utiliser, on réobtient cet angle qui est autour de 27 degrés. D'accord ? Et donc, du coup, ça, c'est tout à fait similaire à ce dont Jérôme était en train de vous expliquer sur la friction solide. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la contrainte normale, c'est le rapport entre la contrainte tangentielle et la contrainte normale qui va gouverner cet angle. Ce n'est pas la taille des billes, ce n'est pas la taille du tas ou quelque chose comme ça. Voilà, et donc à partir de ce type d'expérience, cette mesure d'angle, on peut définir un coefficient de friction qui est le coefficient de friction du matériau. Voilà. Alors attention, on y reviendra un petit peu, enfin on peut y revenir, c'est le coefficient de friction du matériau, c'est pas le coefficient de friction des grains du matériau. C'est-à-dire que par exemple, on peut raisonner en posant un matériau sans friction aucune, microscopique. Bon, alors après, on ne sait pas faire ça, mais enfin, on sait au moins faire des matériaux avec des frictions qui sont toutes petites. Si je fais un lit de grain comme ça, il peut y avoir un grain qui tient en équilibre. Donc en fait, pour le matériau, il y a de la friction, mais pour les grains, il n'y a pas de friction. Voilà. Donc c'est deux quantités, alors évidemment, qui vont être reliées l'une à l'autre, hein, mais pas de manière, il n'y a pas de manière simple de connaître ce genre de relation, mais c'est une propriété qui émerge du matériau. Tout comme mon paquet de cacahuètes, hein, il a un coefficient de friction interne qui n'est pas la friction cacahuète pour cacahuète. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, et puis bon, ce n'est pas un grand intérêt à le mesurer hein, pour ce genre de matériaux, mais c'est vraiment une propriété du matériau qui émerge de manière collective. Voilà. Alors, c'est un truc qui dépend du matériau. Voilà, parce que par contre, maintenant, au lieu de prendre des billes du verre, j'ai pris du sable. Donc ça, ce qu'on y avait dans le bidon, c'était du sable. Et donc si maintenant je reprends une image de mon tas et que je refais une mesure de mon angle, voilà. En fait, ça se voit déjà si vous regardez côte à côte l'image là de mes billes de verre et puis à côté de mon sable. Je vais avoir... Ah oui, alors là, si je ne vais pas voir mon angle, je vais baisser un peu mes fenêtres, parce qu'en fait, l'angle s'affiche ici dans la fenêtre d'Imagy, enfin du petit logiciel que j'utilise. Hop. Et donc là, maintenant, si je prends mon sable, vous voyez, je suis à 30 degrés. Et donc, en fait, voilà, je suis autour de 30 degrés. Et j'ai un angle, en fait, qui est significatif. Alors, qui peut vous paraître proche, parce qu'on avait 27 degrés, et puis là, on a 30 degrés, mais on a des angles significativement plus grands quand on a du sable. Donc, il va être un matériau par rapport à des billes de verre qui va avoir, par exemple, des facettes, qui ne va pas être rond, et qui va être sans doute aussi un peu plus polydisperse, parce que, par contre, nos billes de verre sont calibrées. Et on va avoir un angle de tas qui est plus grand. Et donc, cet angle, en fait, il dépend du matériau. Donc, cette friction dépend du matériau qu'on utilise. Voilà. Et donc, on va retenir ce 30 degrés, parce qu'en fait, vous allez voir qu'en fait, on va faire d'autres expériences où cet angle de 30 degrés va à nouveau apparaître, parce qu'on va faire les autres expériences aussi avec ce même sable. Alors, tac. Du coup, voilà. Alors, dans cette histoire de friction, il est sous-entendu, quand on fait les lois d'Hamilton-Coulomb, ou l'expérience de Léonard de Vinci, hein, c'est qu'on met un objet au-dessus d'un autre, et en fait, on les fait glisser le long d'un plan. Donc, il y a un plan qui existe. Alors, dans des milieux granulaires, le plan n'existe pas. C'est-à-dire que, bon, un paquet de cacahuètes, je n'ai pas de plan géométriquement, je n'ai pas de plan dans mon paquet de cacahuètes. Hein. Mais par contre, ce plan va se créer quand on va essayer de déformer le matériau. Alors, plusieurs exemples. Hein. En géosciences, donc là, c'est des roches sédimentaires, donc on voit bien les strates de sédimentation. Il y a eu des mouvements du sol. Donc le matériau a essayé de se déplacer. Et donc, on a formé de manière assez claire, hein, je ne sais plus où est le pointeur, mais on voit vraiment qu'il y a des lignes de fracture dans le matériau. Donc là, le plan va se former dans le matériau à partir d'un matériau continu. Alors un autre exemple qui est bien connu, c'est les failles sismiques, hein, donc là la faille de Sant Andreas, qui peut être vue aussi comme la formation d'un plan dans une structure au départ homogène. Un autre exemple encore en géosciences qui est assez marrant, ça c'est en Grèce, donc il y a des lignes de fracture qui se font, et donc en fait à l'endroit où se font les lignes de fracture, il y a un petit peu de porosité, donc le sol est un petit peu plus humide, et quand il fait sec, l'herbe reste verte.
Et donc en fait, on a ce truc-là qui est dessiné sur le sol et qui en fait reflète l'existence de plans de fracture dans le matériau. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de générique, hein, il va se former des plans. Et en laboratoire, si on fait les expériences pour comprendre ce genre de trucs, donc l'expérience du milieu, on y viendra parce qu'on parlera un petit peu à la fin de ce qu'on fait nous à Rennes, hein, mais par exemple, si on prend du sable dans une chaussette, alors c'est l'expérience du paquet de cacahuètes faite un peu plus proprement, qu'on appuie dessus, on voit aussi qu'il y a un plan qui se forme, hein, qui est tout à fait ici, qui s'est formé au moment où on va déformer le matériau. Donc spontanément, le matériau va se déformer en faisant une déformation qui est plane. Et donc sur la manip de gauche, eh ben, c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Voilà, donc ça c'est un autre type d'expérience qu'on peut faire, qui est dans une boîte, là où on peut faire coulisser en fait les bras que vous voyez qui ressortent de part et d'autre. On peut du coup augmenter la contrainte sur un côté du matériau et voir se former des bandes dans le matériau. Alors, je vais vous montrer déjà l'apparition d'une bande. Le matériau a été préparé, donc c'est toujours le même matériau, c'est-à-dire c'est du sable, sauf c'est des couches de sable colorées et pas colorées. Donc en fait, on va supposer que ça ne joue pas sur la friction, ce qui est en première approximation tout à fait vrai. Et en fait, les couches sont juste là pour visualiser la déformation. Voilà. Donc c'est le même sable que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il faut que j'y arrive. Ah. Évidemment. Alors le sable, ça frotte de partout, voilà. Voilà. Alors, donc vous devez commencer à voir se former là. Alors, je vous le remets bien perpendiculaire. Voilà. Donc, vous voyez, là, on voit que quand j'ai appuyé, donc je déforme, a priori, la contrainte est complètement uniforme sur le côté. Et même si cette contrainte est uniforme, au lieu de voir tout uniformément se déformer à l'intérieur du matériau, le fait d'avoir comme ça mis des couches de couleurs nous permet de visualiser en fait que la déformation, elle a tendance à se localiser sur des plans, et donc on voit distinctement en fait des orientations apparaître dans notre matériau. D'accord ? Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ceci et est-ce qu'on peut en fait prédire ces angles ? Alors pour ça, est-ce que je peux revenir sur l'ordinateur, s'il vous plaît ? Ah voilà, merci. Donc du coup, on veut pouvoir prédire des angles qui apparaissent. Donc là, on vous a mis un autre exemple, donc ça, on y reviendra à la fin. C'est une autre configuration un peu plus contrôlée, en fait. Où on voit aussi, vous voyez, donc on applique une pression uniforme sur les côtés, on augmente une contrainte dans une autre direction, puis on voit apparaître un plan. Donc la question, c'est comment prédire ce plan et qu'est-ce qui le contrôle ? Alors pour ça, il faut connaître sur n'importe quel plan à l'intérieur du matériau, quelle est la contrainte normale et quelle est la contrainte tangentielle. Parce qu'on applique des choses sur les bords du matériau, et après, si je prends une direction quelconque, quelles sont les contraintes qui s'exercent sur ce plan, et est-ce que c'est sur ce plan que ça va céder ? Alors, pour étudier ce problème, on a une construction qui s'appelle la construction de Moore, qui correspond à mettre dans un graphique, justement, la contrainte normale en abscisse et la contrainte tangentielle en ordonnée. Puis ensuite, on trace des plans de n'importe quelle orientation à l'intérieur de notre échantillon. Donc par exemple, si je prends un plan horizontal, la contrainte qui s'exerce, c'est celle qui s'exerce sur l'horizontale, donc c'est Q sur mon dessin. Si le plan il est vertical, la contrainte qui va s'exercer, c'est P, puisque c'est celle que j'exerce sur le côté vertical. Et puis si je prends une orientation au hasard, en fait, je vais avoir un couple contrainte normale et contrainte tangentielle, que je peux trouver en fait par une construction géométrique. Et quand je fais tous les cas possibles et que je prends toutes les orientations possibles, j'obtiens un cercle dans cette représentation. Donc ça, c'est comment est-ce que je trouve mes contraintes normales et tangentielles sur un plan quelconque dans mon échantillon. Et maintenant, mon critère pour savoir sur quel plan ça va rompre, ça va être un critère frictionnel, c'est-à-dire que si ce rapport de la contrainte tangentielle sur la contrainte normale dépasse une certaine valeur, mon matériau va rompre. Et il va rompre suivant le plan qui correspond à l'inclinaison que j'obtiens grâce à ce cercle. D'accord ? Donc, en fait, avoir un rapport d'une contrainte tangentielle sur une contrainte normale constante dans cette représentation, c'est une droite. Donc, mon critère frictionnel, qui est donné par mon coefficient de friction mu, qui est aussi la tangente en fait, de l'angle que j'ai mesuré en faisant un tas de sable là-bas, ça va me donner une droite. Si je vais au-delà de cette droite, mon matériau est instable. Et quand mon cercle
va toucher cette droite. Je vais pouvoir obtenir d'une part la valeur de la contrainte seuil à partir de laquelle ça va rompre, et en plus, par une construction géométrique, je peux obtenir l'angle de rupture. Donc je peux connaître l'inclinaison de mon plan. Voilà. Et donc dans un test un peu standard comme celui que j'ai fait là, ce qui se passe, c'est que j'ai une contrainte dans une direction qui reste la même, nous c'est verticalement, et on augmente une contrainte dans l'autre direction, là c'était horizontalement, jusqu'à atteindre le point de rupture où apparaît le plan de rupture. D'accord ? Voilà. Voilà. Et donc du coup, on obtient ce genre de... voilà, ce genre de plan. Et donc, je vais vous mesurer le plan, la valeur qu'on a obtenue dans la configuration qu'on a obtenue. Parce qu'en fait, j'ai poussé, mais j'aurais pu tirer en fait mon piston et j'aurais pas forcément eu le même angle. Tu vas le faire d'ailleurs. Et je vais le faire d'ailleurs, exactement. Donc du coup, là, il faut que je mesure ça et je vais récupérer la petite webcam. Ouais, je vais récupérer cette webcam là, en fait, du coup. Je te laisse... Je te laisse faire la mesure de l'angle, Ouais, le temps que tu rempliras le... Ouais. Voilà. Donc voilà, je vais me repositionner pour faire une mesure, en fait, avec cette webcam là. Hop. Voilà. Parce que, donc, comme je vous disais, on a une construction géométrique qui nous permet de mesurer... il y a un Boyd quelque part, un petit Boyd, pour soulever la... Donc je pense... Hop. Donc en fait, cet angle, a priori, il est relié à l'angle de tas, en fait. Alors... c'est à moi de switcher sur l'ordi. Alors, du coup... Ups. Donc là, voilà, même pas si mal. Voilà, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre une photo, je vais mesurer un angle. Donc, voilà. Et donc, pour la configuration que j'étais en train de pousser sur le matériau, l'angle que j'obtiens, voilà, c'est un angle de... Alors, c'était pas, ouais, je suis pas tout à fait horizontal, c'est à peu près 37 degrés là. Bon, je peux... ouais, bon, c'est 37 degrés. À peu près. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, je vous ai fait une configuration. Et maintenant, je vais vous repréparer un échantillon en mettant des couches, parce que voilà, il faut mettre des couches alternées pour pouvoir visualiser les angles. Et cette fois-ci, le but, ça va être, au lieu de pousser, donc d'augmenter la contrainte horizontale, ça va être de tirer et donc de diminuer la contrainte horizontale. Voilà. Alors, déjà, pourquoi le point, c'est pourquoi il y a deux modes de préparation qui peuvent faire céder le matériau. Alors, donc là, c'est ce qu'on va y venir. Donc, en fait, pour comprendre cette expérience-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un matériau dans une boîte, et donc, alors, à une certaine profondeur, il y a une certaine pression, hein, c'est ρGH, c'est la pression hydrostatique exercée par le matériau considéré comme un fluide. Hein. Et donc ça, c'est dans notre expérience, c'est la force, dans l'expérience précédente, là où on avait le matériau qu'on écrabouillait, c'était la force qu'il y avait sur le dessus. Et donc la force maintenant sur le côté, donc c'est ça qu'on cherche à avoir. Et en fait, il y a deux valeurs de force qui peuvent faire céder le matériau. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est dessiner un cercle dont un des points va être la pression, qui va toucher la droite limite pour laquelle le matériau est instable. Et en fait, il y en a deux cercles. Il y a un cercle à droite et un cercle à gauche. Alors, un cercle à droite, ça correspond, en fait, vous avez une force, vous avez poussé sur le matériau, et le matériau va céder en poussant dessus. Donc là, c'est l'expérience que Axel a fait pour la première expérience. Alors ça s'appelle l'état passif, parce que vu du tas de sable, on vous pousse dessus, donc en fait vous êtes passif. Voilà. Donc si vous imaginez que vous êtes un grain de sable, vous êtes passif. Mais l'autre possibilité, c'est le sable qui pousse sur le matériau.
Et donc là, c'est une force qui est plus faible, et donc ça correspond au cercle de gauche. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'état dit actif. Alors actif, c'est le sable, et lui est en train de pousser sur le bord, et c'est pas vous qui êtes en train de pousser sur le... Donc là, le sable est en train de pousser, et vous êtes en train de le retenir. Voilà. Et donc, vous regardez la force pour laquelle le matériau va céder. Et donc, s'il y a deux cercles différents, ça correspond à deux forces que vous allez appliquer. Donc ça, on ne la mesure pas, nous, dans cette expérience-là. Enfin, on peut la mesurer en laboratoire, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, c'est un petit peu compliqué à faire. Et donc, également, je vous rappelle que l'endroit où le matériau va céder, et dans la construction géométrique, l'endroit où le cercle touche la droite va donner l'orientation, va être relié alors de manière pas complètement évidente, enfin on pourrait faire les calculs, mais enfin il y en aura pour quelques minutes, et donne l'orientation. Et donc finalement le matériau va céder avec des angles qui vont être différents selon qu'il pousse sur la paroi ou selon qu'on appuie sur la paroi. Voilà. Donc là, Axel est en train de recommencer à faire ce truc-là. Donc il y a deux angles, alors là on va y venir. Et donc si on fait un petit peu de trigonométrie, on peut montrer que les deux angles, alors c'est 45 degrés, plus ou moins l'angle du tas de sable divisé par 2. Voilà. Bon, là il faut faire de la trigo, un petit peu de construction géométrique. Et donc si on est en train de pousser sur le matériau, l'angle c'est 45 degrés moins phi sur 2. Où phi, c'est l'angle du tas de sable. Alors l'angle du tas de sable, on l'a mesuré 30 degrés, et donc normalement l'angle devrait être 45 moins 30 divisé par 2, moins 15, 30 degrés. Alors évidemment, ce n'était pas tout à fait ça, parce que bon, voilà. Bon, nous, on l'avait préparé à Rennes, et voilà un beau 30 degrés, hein, qui est le cas de gauche. Et donc là, maintenant, le cas actif, hein, donc là, c'est le matériau qui va pousser sur la paroi. Voilà, on y est presque. Ouais, on y est presque. C'est un petit peu de synchronisation au niveau expérience. Et donc, on va peut-être le mettre sur la caméra, caméra générale. Je vais me déplacer. Et donc, dans l'autre cas, l'angle auquel on s'attend, c'est 45 plus 30 sur 2, donc 60 degrés. On devrait normalement, si ça ne se coince pas, parce que ça... Hop. Alors... Je vais aussi vous le mettre de l'autre côté parce que les bandes sont plus belles de ce côté-là. Voilà. Donc, je vais pousser ma caméra. Donc voilà. Cette fois-ci, au lieu de pousser, je vais tirer. Et voilà. Et donc vous voyez qu'à nouveau, on voit qu'il y a une bande qui s'est formée. Et si je prends une nouvelle photo, je mets la webcam. Alors cette fois-ci, il faut que je mette la webcam. Voilà. Hop. Donc, voilà. Hop. Je prends une photo. Voilà. Donc ça, c'était mon cas passif. Et j'ouvre l'autre cas. Voilà. Donc si je veux mesurer un angle ici, par rapport à l'horizontale. Hop. Oh, alors là, je suis un peu mal barré. Je vais le refaire. Voilà. C'est à peu près ça. C'est de repérer à peu près l'horizontale. Voilà, je suis plutôt, si vous regardez là, donc dans la petite fenêtre du logiciel, je suis plutôt autour de 60. Bon, je suis à 63 degrés. Hein. Et si je vous mets en tout cas côte à côte les deux expériences, on a très clairement, en fait, deux angles très différents, un qui est plutôt plus petit que 45 degrés et l'autre qui est plus grand que 60 degrés. Bon, celui-là, il est en effet quand même plus grand que 30. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les deux expériences, actifs et passifs. Voilà, alors ce qu'il faut noter, hein, c'est que cette théorie de Morcoulon est quand même relativement... conceptuellement, c'est quelque chose de très très simple. Ça consiste juste à dire qu'il y a de la friction. Tout se passe comme si c'était un matériau avec de la friction solide. Et après, avec la même expérience, alors bon là, les forces, on ne les a pas interprétées, enfin on ne les a pas mesurées, mais on pourrait interpréter les forces. On pourrait interpréter, donc là on a interprété les valeurs des angles. On a interprété que ça se faisait suivre une droite avec un angle qui est donné. Mais après, il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas interprétées. Alors déjà, ça marche. Mais on ne comprend pas.
fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est une chose différente. C'est-à-dire que c'est prédictif. Hein. C'est-à-dire que ça marche pas mal. Hein. On peut prédire des choses. Après, pourquoi tout se passe comme s'il y avait un coefficient de friction pour le matériau? Ça ne répond pas à cette question-là. Hein. On prend ça comme hypothèse de travail et on observe que ça marche. Et puis, bah, y a d'autres choses. Enfin, c'est quand même un problème un petit peu plus subtil parce que le problème de Coulomb, tout va bien. Hein. Il y a un plan qui est bien défini. On pose un objet sur un plan. Donc, il y a un plan et ça peut se fracturer suivant un plan puisqu'il n'y a qu'un plan. Hein. Voilà. Alors déjà, si vous prenez, imaginez maintenant la même expérience avec une ramette de papier que vous posez sur un plan incliné. En fait, ce que vous décrit la construction de Coulomb, c'est que c'est l'angle qui compte. Sur une ramette de papier, tous les angles sont les mêmes, donc ça ne vous dit absolument pas où ça va céder cette histoire-là. C'est-à-dire que tous les plans entre deux feuilles de papier sont a priori équiprobables. Hein. Voilà. Et alors là, c'est encore un peu plus compliqué puisqu'on a un matériau qui est continu. Alors bon, il y a des grains, mais à l'échelle où on dézoome un petit peu, on regarde le matériau comme un milieu continu. C'est un milieu complètement continu et il va quand même, lui, il va falloir qu'il trouve à sélectionner. Il va falloir qu'il trouve ce plan-là. Hein. Voilà. Donc la construction, elle nous dit qu'il y a un plan ou plusieurs plans. Elle nous donne l'angle du plan. Elle nous dit même pas si on a un ou plusieurs. D'ailleurs, on a vu dans l'expérience qu'éventuellement, il y en avait deux. Hein, il pouvait y avoir deux bandes de cisaillement qui apparaissent. Ça ne nous dit pas vraiment le nombre. Ça ne nous dit pas où. C'est-à-dire que le plan, il peut être là, il peut être translaté. Il n'y a on n'a aucune information sur ce genre de choses. Et puis, ça ne dit pas pourquoi c'est un plan. Hein, voilà. Alors, le premier truc qu'on va voir, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment un plan. Voilà. C'est-à-dire que c'est un plan dans le sens où c'est des lignes qui vont être parallèles, mais que ce n'est pas franchement complètement un plan. Alors, il faudrait, pour bien faire l'expérience en laboratoire, regarder au voisinage de la surface de rupture comment ça se passe. Mais ça, on peut difficilement le faire pour des raisons... c'était une manip qui était un peu compliquée à déménager de Rennes. Donc on va faire une manip qui est finalement un petit peu la même. Là, il faut nous croire un petit peu sur parole que c'est en gros la même chose. C'est qu'on va s'amuser à faire couler un milieu granulaire sur un milieu granulaire. On va regarder comment ça se passe. Voilà. Et donc, l'expérience est assez... c'est une géométrie un petit peu simple, hein, où on prend deux lames, deux plaques. Alors là, c'est du PVC, enfin peu importe, hein, séparées de quelques centimètres. Et là, le matériau, c'est des petites billes de verre qui font 1 centimètre. Hein, voilà. Billes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alimenter, cette histoire-là. Alors, j'attends que tout soit prêt, parce qu'après, une fois qu'on alimente, il va falloir... Alors, là, on va passer sur cette webcam-là, ouais, c'est ça? Elle est branchée, mais par contre, il faudrait en remettre pour voir si nous remettre notre webcam à nous, voilà. Ouais. Ah oui, et alors du coup, l'autre... Ouais, il faut switcher. On va switcher. Un peu compliqué les manips en live comme ça, mais... Voilà. Et là, pour le moment, il faudrait remettre des grains. Voilà, et donc là... Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on alimente? Il y a un entonnoir. Donc l'entonnoir, il est là. En fait, quand je vais mettre les grains, l'entonnoir va se remplir complètement. Et donc, en fait, le débit de grains va être... Vous ferez attention en sortant, parce que les billes comme ça, c'est assez mauvais gag. Hein, comme, il y a des films comiques avec les billes, mais... Voilà. Et donc en fait là, l'entonnoir est complètement rempli et en fait le débit de grain, il est juste contrôlé par le, voilà. Ah, vous voyez pas là. Ouais. Non mais vous pouvez laisser voilà. Et donc là, après, là on est en train de le filmer. Hein. Donc là, ce qu'on a l'impression de voir, hein, donc on va faire un petit film et après on va regarder ce truc-là. Hein. Ce qu'on a l'impression de voir, c'est finalement ici une zone complètement statique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grains qui bougent, et puis au-dessus, des grains qui sont en train de couler au-dessus. Hein. Voilà, donc là qu'on devine. Alors il y a une zone un petit peu transitoire là, et puis une zone d'écoulement. Et on va regarder un petit peu cette zone d'écoulement. Donc là, c'est une expérience où finalement on est en train de faire glisser des grains sur une surface solide. Hein. Voilà. Et donc, bon, là, tu me dis, il faut prendre pas plus d'1 millier d'images, parce qu'après, ça fait un peu long. Et... je vais l'alimenter.
Voilà. Alors, alors évidemment, là, avec le contraste et la vidéo, alors les billes de verre, nous, on aime bien les billes de verre parce qu'on a l'habitude de travailler avec. Pour faire de l'imagerie, c'est compliqué, en fait, parce qu'il n'y a pas de contraste, il y a des reflets. Donc, en fait, c'est... Voilà. Mais en fait, bon... Donc, on voit quand même qu'il y a une zone qui ne bouge pas. Et donc, après, si on repasse sur la vidéo... On va peut-être repasser sur la vidéo. On peut repasser sur l'ordi, ça y est. Alors, ouais, ah oui, oui, mais alors, la je sais vidéo... pas, ouais, donc vous n'arrivez pas à le voir en grand écran, mais... on voit que les reflets, mais on les voilà. voit mal, en fait. Là. Donc parce que le but du jeu, quand on fait de l'imagerie, après, pour pouvoir suivre les billes, c'est d'avoir un fond très noir et de bien voir les reflets sur les billes. Donc là, vous ne voyez pas du tout, mais quand on va vous le réouvrir avec un autre logiciel, vous verrez, on voit juste les points blancs. Et donc, il y a des points blancs qui bougent quand c'est les billes, et puis il y a des points blancs en dessous qui ne bougent pas. Mais alors, moi, d'ici, je ne vois rien du tout. Alors là, on a deux possibilités, Mathéo. C'est au niveau du timing. On a du temps ou on n'a pas de temps? Parce que là, il y a une analyse qui est un tout petit peu longue. On est déjà un petit peu avancé? Ouais. Bon, Du coup, on va shifter sur l'analyse qu'on a fait. Et donc, tu peux peut-être remettre le film qui était ici. Ah, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Axel. C'est toi qui l'as mis? Le film. Le TIFF du. Alors, il y avait deux TIFF. De ceux-là? Ouais. Tu les as pas? Ils sont dans le. Non, c'est le vidéo. Voilà. Voilà. Mais alors, il faut l'ouvrir avec Imagy. Il faut l'ouvrir avec Imagy. Ouais. C'est la vidéo, tu m'as dit, hein, pas le stack. Ouais, c'est ça. Enfin, la vidéo ou le stack d'ailleurs. Le stack avec Imagy. Out of memory. Il est out of memory quand je l'ouvre avec... Imagy. Ouais, je pense qu'on va pas pouvoir voir toute la vidéo. Bon, alors ceci dit, la vidéo. Bon, par contre, le petit, voilà. Ouais. Donc en fait, le point, c'est que si on regarde... Si on regarde ce qui se... Ah oui, mais là, il faudrait que je shift sur celui-là. Voilà, on va revenir là-dessus. Voilà. Donc si on regarde une image telle que c'est fait à la caméra, hein, donc on voit au-dessus les grains qui sont en train de couler sur un fond qui est complètement un fond immobile. Et alors déjà, on voit qu'en haut, les trajectoires des grains sont pas des... Donc on a de la peine à définir assez clairement une zone qui coule ou une zone qui coule pas dans cette histoire-là. Hein. Enfin, bon, il y a une transition un petit peu continue. Et puis on voit, on devine au-dessus que les trajectoires des billes sont un petit peu ondulantes. Hein. Il y a un petit peu d'irrégularité. Et alors après, ce qu'on peut faire, c'est... Bon, ça, c'est ce qu'on aurait pu faire si on avait eu 10 minutes de plus. Hein. On prend plein d'images et on les moyenne. Donc c'est comme si on avait fait une exposition avec un temps long. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a toute une zone qui est floue et que en apparence... Alors il est où le pointeur? On a perdu le pointeur. Ah oui, il est là. Et c'est qu'il y avait des zones ici où en apparence c'était mobile, qui en fait sont floues, qui donc marquent, signent le fait que le matériau est en fait en train de s'écouler. Hein. Et si on augmente le temps de pause, on augmente le nombre d'images sur lesquelles on fait la moyenne, on voit qu'en fait des billes qui sont ici, c'est-à-dire quelque part à cet endroit-là dans l'écoulement, en fait sont en train de couler. Voilà. Et ça, c'est un truc qui marche bien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est l'expérience qu'on a fait en laboratoire couramment. Alors, les vitesses ici ne sont pas grandes. Hein. Ça va être du nanomètre par seconde. Hein. Ça va être, voilà. Et si on va un peu plus profond, on va avoir des vitesses moyennes qui vont devenir de quelques angstroms par seconde, qu'on peut mesurer en laboratoire. Il n'y a pas de problème. Mais donc, la notion d'une zone qui coule et d'une zone qui ne coule pas, c'est un truc en fait complètement arbitraire. Hein. C'est-à-dire que l'écoulement, il est complètement continu dans le matériel, dans le matériau. Et donc finalement, cette histoire de matériaux qui coulent suivant une ligne qui est prédéfinie, c'est un truc qui est complètement arbitraire. Hein. Voilà. C'est pas, voilà. Donc du coup, pour terminer, ce qu'on voulait vous montrer, c'était ce qu'on faisait à Rennes. Et donc, pour étudier, en fait, typiquement, par exemple, des écoulements très lents ou des déformations très petites, on utilise en fait une méthode interférométrique de mesure de déformation.
et qui est basé sur des interférences qu'on obtient à partir des billes, donc d'un milieu désordonné, et donc en fait qui sont basées sur quelque chose qu'on appelle du speckle. Et donc vous avez une petite expérience qui est montée ici, où on est en train d'éclairer avec un laser un échantillon qui contient à nouveau des billes de verre. Donc là, je ne sais pas, ça doit être du 500 microns, c'est ça ou... Ouais. Ouais. Et repasser sur l'écran. Je vais re-switcher. Et qui est filmé par une caméra, qui est la petite caméra bleue que vous voyez ici. Voilà. Et donc... Il faudrait repasser sur le... Ouais. Ouais. Ah oui, alors là, évidemment... Voilà. Oui, alors là... C'est mieux à l'écran. Hein. Ouais, alors je peux essayer oui. de le rendre un peu plus lumineux, le speckle. Ouais, pour. Je vais vous montrer du speckle Voilà. Alors, ce que vous êtes censé voir, et on va voir si on arrive à avoir un bon contraste pour que vous le voyez sur l'ordi de manip. J'ai aussi perdu le pointeur. Je vais augmenter un peu l'exposition. C'est ce que vous voyez là. En fait, c'est des points brillants sur un fond noir. Donc, ça ressemble énormément à ce qu'on a vu avec les billes qui coulaient, sauf que là, c'est très différent. C'est que les points brillants correspondent à des interférences constructives, donc de rayons lumineux, de rayons laser qui ont pénétré dans l'échantillon. Bon, là, on est en rétrodiffusion, mais c'est pareil, c'est qu'on a des rayons lumineux qui rentrent dans l'échantillon, qui font une marche aléatoire et qui ressortent. Et donc, il y a des interférences constructives qui vont faire des points brillants, et puis des interférences destructives qui vont faire des points noirs. Donc on a ce motif. Donc on doit pouvoir repasser là. Je te l'ai J'ai augmenté un petit peu le. Voilà. Voilà. Donc ça c'est du speckle là. Alors bon, on peut le grossir un petit peu ou voilà. Mais enfin c'est des petits grains. Voilà, de lumière. Alors, ce n'est pas les billes qu'on voit, c'est vraiment des états d'interférence en milieu aléatoire, constructives, destructives. Et alors, le point, c'est que quand on va regarder ce speckle, donc ce qu'on voit, ce n'est pas la position des billes. Alors, je cherchais ma petite spatule. Toc. Elle était là. Voilà. Merci. Ce qu'on voit, ce n'est pas du tout la position. Donc là, alors c'est juste un laser qui éclaire. Bon, une caméra qui a un filtre interférentiel sur la longueur d'onde du laser, mais là, c'est juste pour ne pas être embêté par la lumière ambiante. Et donc déjà, si je tapote un tout petit peu la table, voilà, on voit qu'en fait le speckle se brouille complètement. Et donc ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va tapoter la table, on va faire bouger un petit peu les grains. Alors, on va les faire bouger de quelques nanomètres, ça ne va pas être de beaucoup. Mais les chemins optiques ne vont pas être les mêmes. Alors, les chemins optiques, en plus, sont un petit peu longs. Donc, les chemins optiques vont être changés. Et donc, les états d'interférence vont être changés. Et donc, même en ayant des déplacements des grains absolument infinitésimaux, on est capable de mesurer. Alors, on n'a pas directement le déplacement des grains, mais d'avoir une information. Et là, par exemple, j'en pose juste quelques-uns. Et vous regardez un peu le speckle au-dessus. Et normalement, ça doit fluctuer. Voilà. Donc là, c'est pas grand-chose ce que je fais. Je suis juste en train de mettre quelques grains là-dedans. Et donc, en fait, on a possibilité de regarder avec ce genre de technique des toutes petites fluctuations des positions des grains. Voilà. Alors, c'est très indirect parce qu'on ne suit pas les grains individuellement. Les grains se déplacent de presque rien, de quelques nanomètres ou quelques fractions de micromètres. Mais on est capable de mesurer ce genre de choses. Et donc, si on regarde maintenant, si on revient à l'expérience où on forme des bandes de cisaillement dans le matériau, et ben en fait, ce qu'on voit, c'est quelque chose de complètement différent. Voilà. Donc, je vous avais pas trop. Donc, à Rennes, on a cette expérience où en fait, on fait le type de tests dont on vous a parlé au début, qui sont les tests en laboratoire pour vraiment étudier les bandes de cisaillement. C'est bien mieux contrôlé que la boîte que je vous ai montrée là. Donc, du coup, on applique une pression de confinement sur les côtés et puis on vient augmenter la contrainte verticalement. Et donc, du coup, on voit des bandes apparaître. Et grâce à notre méthode interférométrique, voici le genre de choses qu'on voit sur des... Donc, la couleur, c'est là où ça bouge. Voilà. Donc, quand c'est blanc, il ne se passe rien. Quand c'est jaune ou rouge foncé, c'est qu'il se passe des choses. Vous voyez se dessiner les bandes en arrière-plan. Donc, on a bien deux bandes de cisaillement croisées. Et par contre, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on a des bursts d'activité le long de ces bandes. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un glissement continu et régulier le long de la bande. On a en fait des micro-déplacements très localisés qui parfois sont gros, parfois sont petits, tout le long de ces bandes. Et c'est ça qui constitue en fait ce glissement d'une bande par rapport à une autre pendant la déformation.
Voilà. Donc voilà, donc ça, et donc si, pour conclure, donc si on cumule ces images sur un temps beaucoup plus long, on voit bien nos bandes, qui ont d'ailleurs une largeur qu'on peut définir, et en fait ces bandes, elles sont constituées de plein d'événements discrets, en fait, de plein d'événements qu'on peut, en fait, si vous voulez, il y a une forme de quantification de la plasticité, de la manière dont ça coule. Et ça ressemble énormément, pour revenir à notre introduction sur, par exemple, les failles sismiques, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on voit le long des failles, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez une faille continue, la manière dont se déplace une plaque par rapport à une autre, ça se fait par des événements qui sont les tremblements de terre. Donc en quelque sorte, on voit des petits tremblements de terre dans notre laboratoire. Je vous remercie. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Donc,